Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Ah, very good. Ok, la première question, c'est de votre lieu d'illustratrice, quelles sont les contributions plus importantes que le langage visuel peut apporter en comparaison avec le langage écrit? Oh, ok. Je pense qu'elles sont très complémentaires, en fait, les deux perspectives, l'écrit d'une part et le dessin d'autre part. Pour situer tout simplement déjà au niveau de dessin les personnages dans une ambiance particulière. Dans le travail de Sartre, on traverse quand même plusieurs dizaines d'années, donc ça nous aide aussi à nous situer dans les différentes villes et dans les périodes historiques. Et puis, il y a des choses qui sont rapidement explicables par le dessin qui nécessiteraient peut-être plus d'écrit pour la même situation, et l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'avec un peu de texte, on peut aussi aller plus vite dans le récit sans tout montrer en dessin. Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Absolument, oui. Je pense que c'était une question qui t'était destinée, mais c'est vrai que l'image, tout comme le texte, sont deux formes de langage qui communiquent, et c'est ce qui fait l'essence d'une bande dessinée, en fait, et de l'art cinétique et narratif, oui. Et vous êtes amis depuis longtemps, Oui. c'est vrai. Et combien de temps vous avez travaillé ensemble? Sur l'album, on a travaillé presque 2 ans et demi en tout, entre le début, la signature de contrat avec notre éditeur français et le moment où moi, ma partie du travail était plus longue. Mathilde a travaillé plus en amont sur tout le texte. Et donc, au total, oui, à peu près 2 ans et demi. Jusqu'au moment où il a été publié en France. Et comment est-ce que vous travaillez avec un roman illustré qui est en plus une biographie? Vous écrivez d'abord le plan et ensuite vous l'illustrez, ou vous travaillez simultanément les deux choses? On a suivi le protocole assez classique en bande dessinée où, en général, le scénariste commence sa partie avec l'écrit, en dialogue constant, évidemment, avec la personne qui va dessiner. D'autant plus que là, le matériel biographique était un matériel déjà existant, hein, c'est-à-dire que Sartre, il a vécu et il y a déjà eu plusieurs biographies de lui, donc c'était un vrai travail aussi de choix en amont de ce qu'on veut raconter, comment on va le raconter, pour quel public, à qui on va s'adresser, sachant que 2 ans avant de commencer le travail, même 1 an, j'avais terminé mes études de philosophie à Paris et mon mémoire de master portait sur Sartre, et en particulier sur Sartre et la psychanalyse et son rapport aux autres. Sartre dans ses relations amicales et amoureuses, etc. Donc j'avais déjà pas mal de matériel biographique. Donc on a d'abord travaillé sur un plan, que j'ai soumis à Anaïs assez rapidement. Et puis ça a été un peu les premières sources qu'on a présentées à l'éditeur. Donc effectivement un plan détaillé, un synopsis assez détaillé avec les différentes étapes de la vie de Sartre que je souhaitais raconter, sachant qu'on s'arrête au moment où il refuse le prix Nobel. Donc, il reste encore quelques années avant sa mort qu'on aurait pu choisir de raconter, mais ça a été un choix, un parti pris de ma part de m'arrêter là. Et puis après, voilà, Anaïs a commencé sa partie, sachant que pendant tout le long, pendant ces années, c'était un dialogue constant. Exactement. Et quelles caractéristiques de Sartre ou de Simone de Beauvoir étaient les plus difficiles d'illustrer?
Alors, sans hésitation, la plus difficile, c'est Simone de Beauvoir à dessiner. Tout simplement parce que Sartre avait un physique un petit peu particulier, il avait ce strabisme un peu particulier, cette grosse bouche, les lunettes assez caractéristiques. Donc, ça a été assez facile de le trouver sous la main. En revanche, Simone de Beauvoir étant plutôt une belle femme, et puis elle avait un air assez sérieux comme ça sur les photos, sur la documentation que j'ai pu accumuler pour trouver ses traits. Et c'est de façon générale les personnages beaux, c'est-à-dire que les personnes belles qu'on veut retransmettre en dessin sont souvent les plus difficiles à dessiner. Parce qu'il faut être un peu subtil, voilà, pas être trop dans la caricature. Et j'imagine que bon, vous avez dit que vous avez investigué beaucoup pour la biographie de Sartre ou de Simon. Comment avez-vous décidé quelle information inclure dans le livre et quelle information écarter? J'imagine qu'il y a beaucoup d'informations que vous avez décidé d'écarter. En dessin ou en texte? Excusez-moi. Ou les deux? Les deux, mais j'étais en pensant d'informations biographiques. Oui. Texte. Là encore, c'était un choix vraiment très très subjectif et c'était assumé aussi parce que voilà, il y a déjà eu des biographies de Sartre, hein, des biographes plus officiels comme Annie Cohen-Solal qui ont produit des biographies beaucoup plus exhaustives. Nous, en bande dessinée, on était déjà un peu plus limité en nombre de pages hein, parce qu'on ne pouvait pas faire un pavé de 1000 pages. Donc en fait, égoïstement, je me suis fait plaisir et j'ai voulu raconter ce que j'avais envie de raconter, ce qui me plaisait le plus chez Sartre, et aussi disséquer quelques éléments de sa vie peut-être qui étaient moins connus. Voilà, on connaît tous un peu Sartre hein, à travers le monde et on connaît un peu sa relation à Simone de Beauvoir, mais on sait peut-être moins que, par exemple, il a écrit ses premiers textes sous l'emprise de champignons et de substances psychédéliques. On sait peut-être un petit peu moins qu'il s'est intéressé à la psychanalyse, qu'il a fait des voyages en Chine, au Brésil. Et voilà, c'était un petit peu aussi pour le plaisir de donner comme ça des petites anecdotes qui pouvaient augmenter peut-être le sentiment d'empathie envers lui, parce que je trouve que c'est un personnage auquel on peut vraiment s'attacher, de même qu'à Simone de Beauvoir. Et c'est quelqu'un qui a été encensé à travers le XXe siècle et qui a aussi été piétiné, je ne dis pas à tort ou à raison, hein, mais voilà, c'est un vrai personnage public, c'est un vrai monument en France et à travers le monde. Et je pense qu'on avait envie aussi de faire quelque chose de drôle. Et la bande dessinée s'y prête bien. C'était quelqu'un de très drôle qui avait beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en lui, qui était un peu arrogant, mais qui savait aussi être dans l'autodérision et faire la fête. Et c'est en ça que je trouvais qu'il était très attachant. Et en parlant en général, qu'est-ce que vous pensez sont les défis plus importants quand vous devez passer du langage écrit au langage visuel? Ici, en faisant le livre, il y a, par exemple, une attention importante aux couleurs. Mais quels sont les défis plus importants dans cette question? Je n'ai pas compris. C'est l'importance sur. Je n'ai pas bien entendu votre question. Pardon. En feuilletant le livre, il y a une attention très importante aux couleurs. Ah, aux couleurs, pardon. Mais je vais questionner quels sont les défis plus importants quand vous devez passer du langage écrit au langage visuel. Les fils les plus importants. Excusez-moi, la connexion n'est pas le défi. Le défi. Ah, le défi. Ouais. Le défi. En termes de dessin, en tout cas, pour ma part, pour mon travail, ça a été énormément de recherche de documentation. Et comme je disais précédemment, sur toutes ces époques que l'on traverse, que l'on raconte dans le livre,
Donc, ça a été énormément de documentation photographique, de films également, que ce soit évidemment surtout axé sur Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et toutes les autres grandes figures de la littérature qui les ont accompagnés, mais également tout simplement des détails tels que comment étaient habillées les personnes à telle époque, dans telle ville, les véhicules, les petits objets qu'on peut trouver dans une pièce pour que ça devienne en tout cas crédible, réaliste, qu'on se plonge tout de suite dans une ambiance de certaines années et de certaines villes. En tout cas, voilà, pour moi, le défi, c'était ça. Et puis, vous parliez des couleurs. C'est vrai que moi, c'est une partie du travail qui m'a donné beaucoup de plaisir à réaliser aussi, de trouver justement des teintes qui fassent pas, qui transmettent un petit peu une ambiance particulière, qui ne le rendent pas trop moderne, et de pas non plus être dans le noir et blanc classique pour raconter une histoire du passé. Donc ça a été un travail que j'ai beaucoup aimé réaliser, donner un petit grain aussi avec une petite brosse aquarelle pour le côté technique et qui donnait, à mon avis, un peu plus de vie aux personnages tels que nous les avons représentés. Vous savez, Mathilde, vous voulez... Je vous en prie. Comment est-ce que les livres que vous avez lus en général influent sur votre style d'illustrer ou d'écrire ou de traduire, Mathilde? Comment les lectures, les livres que vous avez lus influent sur votre style? Je pense que écrire ne va pas sans lire. En fait, c'est un peu pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Quand je dis que mon travail c'est d'écrire, je réponds aussi à moitié en disant qu'une grande partie de mon travail c'est de lire. Je passe beaucoup de temps à lire et d'ailleurs c'est un sujet qui revient souvent quand je suis en vacances avec des amis ou avec mon compagnon. C'est qu'en général, les gens en vacances, ils ont envie de se poser avec un livre. Et moi, en général, la première chose que j'ai envie de faire quand je suis en vacances, c'est de ne pas emporter de livre et de faire complètement autre chose parce que la lecture vraiment envahit mon quotidien. Évidemment, je pense qu'on est influencé par tout ce qu'on ingurgite culturellement. On vit dans un monde d'images où les images sont omniprésentes, mais on vit aussi dans un monde de l'écrit, où l'écrit prime un peu sur la parole, avec la sacro-sainte communication. Donc je pense que c'est très difficile de dire qu'on démarre de zéro quand on veut créer quelque chose. Je pense qu'une page blanche n'est jamais complètement blanche quand on commence. Et quand j'ai commencé à travailler sur le scénario Sartre en 2012, j'avais encore en tête toutes mes études et tout ce que j'avais pu lire sur Sartre pendant mon temps libre et pendant les études. Donc je pense que c'était le moment idéal en fait de faire ce projet. Tout était encore très, très frais dans ma tête. Ouais. En plus, en philosophie, quand on fait des études de philosophie, on nous apprend aussi à réutiliser les concepts et à abolir les ponts entre les disciplines. Donc, quand les gens, au début, nous demandaient pourquoi une bande dessinée sur un philosophe, moi, je trouvais que c'était une question un peu rhétorique dans la mesure où la bande dessinée est un médium et on peut raconter ce qu'on veut avec. Et il ne devrait pas y avoir de frontières entre littérature, philosophie, psychanalyse et toutes les autres sciences humaines. Je suis d'accord. On ne vous entend pas? Vous n'avez pas le micro coupé? Oui. Ouais. Je pourrais rebondir aussi sur cette même question en termes de dessin. Ce qui est sûr, c'est que, comme Mathilde, on est forcément influencé par tout ce qu'on a pu lire, et donc ça vaut aussi pour la bande dessinée, le dessin. C'est-à-dire que je suis toujours un peu embarrassée quand on me demande quelles sont mes grandes influences de dessin, parce que j'ai un peu de mal à répondre pour en citer un ou deux, ou disons que j'ai pas l'impression de m'être inspirée particulièrement d'un auteur ou plutôt qu'un autre. Je pense que c'est l'accumulation d'années de lecture et d'intérêt pour le travail des dessinateurs, et puis plus largement aussi des peintres. Et ce n'est pas le médium bande dessinée
voilà, n'est pas si limitée en termes de... Enfin, pardon, mon influence n'est pas si limitée avec uniquement de la bande dessinée. Et je pense que c'est un peu l'accumulation voilà, de toute cette... de toutes ces lectures et puis de nos propres intérêts pour certains auteurs en particulier qui fait que ça nous influence, mais c'est pas forcément conscient. En tout cas, moi, je parle pour le côté dessin, c'est pas toujours conscient. Et est-ce que vous avez travaillé ensemble dans autres livres? Non. Ça a été un gros morceau, Sartre, déjà. Ouais. Ça a été un long, on a beaucoup... Enfin, c'est un livre assez épais, c'est un roman graphique, c'est pas une bande dessinée classique comme en tout cas, on les fait habituellement en Europe de façon classique avec un 48 planches. Là, on a 160 pages en comprenant de la première à la dernière, avec un dossier aussi sur les personnages à la fin, écrit. Et donc, oui, c'était un bon livre. Il y a passé, je crois que plus de 5 ans après l'attaque au Charlie Hebdo. Et qu'est-ce que vous pensez à propos de l'humeur et ses limites? Est-ce qu'il y a des limites pour la caricature et la rire? Mathilde, tu veux répondre? J'ai pas entendu le début, juste avant que vous parliez de Charlie Hebdo. J'ai pas entendu l'introduction de votre question. Ah, ok. Il y a passé plus de 5 ans après l'attaque au Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous pensez à propos de l'humeur et de ses limites? Est-ce qu'il y a des limites pour la caricature et la rire? Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre à cette question, parce que ce soit en bande dessinée ou dans les autres parties de mon travail, je ne travaille pas spécialement sur la caricature ou sur l'humour. Moi, je m'attache plutôt à dénoncer des choses qui me mettent en colère, donc voilà, traiter de sujets graves avec plus ou moins de légèreté. Évidemment, l'année 2015 nous a tous un peu laissés en état de sidération. Et d'un point de vue plutôt psychologique, j'ai l'impression que, comme après chaque crise, il y a une phase où l'humanité oublie un petit peu aussi. C'est peut-être ce qui va se passer là, suite à la pandémie que nous avons traversée. Et je pense qu'il y a un mécanisme aussi en fait de protection. Ensuite, sur un plan plus politique, je pense évidemment que l'humour doit être défendu coûte que coûte, et dans la culture, évidemment. Beaucoup d'intellectuels en France disaient que Charlie Hebdo avait déjà été abandonné et condamné avant ça, quand il y avait eu les incendies déjà dans leurs locaux quelques années plus tôt, et qu'on n'avait pas pris le problème assez au sérieux à ce moment-là. Oui, donc c'est une question éminemment politique, je pense, qui ne concerne pas seulement les artistes qui sont à l'origine des caricatures et qu'il faut absolument défendre et protéger. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, on peut rire de tout. Ouais. Oui, moi, de mon côté, je suis absolument dans cette même philosophie et je défends absolument le droit à la caricature qui est complètement lié à la liberté d'expression. Et c'est une forme de journalisme également, même si c'est par l'humour, ça n'enlève rien au fond, puisque par la provocation, en tout cas si on parle particulièrement de Charlie Hebdo, que ce soit avant les attaques avec les dessinateurs qui malheureusement nous ont quittés, et encore ce qu'ils font aujourd'hui, ils continuent. Et c'est évidemment dans la provocation à chaque fois, c'est très voulu d'être provocateur. Moi, je défendrais, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils représentent, ou avec le ton qu'ils donnent, ou avec parfois la vulgarité qu'ils utilisent pour dénoncer des choses qui leur semblent nécessaires de dénoncer. Je pense que c'est un média comme un autre pour s'exprimer et il tape sur tout le monde aussi. C'est ça qui est important, c'est que la caricature, par le dessin de presse,
elle devient problématique, à mon sens, quand elle s'attaque uniquement à, par exemple, une communauté ou quelque chose de très particulier en oubliant les autres luttes sociales ou politiques qu'il peut y avoir dans un pays. Je trouve que Charlie Hebdo, comme Le Canard enchaîné, qui est un autre quotidien, peut-être pas quotidien, pardon, en tout cas un autre journal satirique ici, qui fait aussi la caricature, et d'autres médias, voilà, ils s'attaquent vraiment à tout le monde et, entre guillemets, on est tous sur un pied d'égalité sur leurs attaques, entre guillemets. Et pour moi, oui, il faut absolument que ça continue. Et je les ai trouvés extrêmement résilients de continuer absolument. Ils n'ont pas changé leur ton. Ils n'ont pas, voilà, la première une de Charlie Hebdo post-tuerie, c'était le prophète, enfin, je pense que tout le monde l'a en tête, elle est devenue extrêmement célèbre, c'est toujours le prophète Mahomet qui leur a valu ces critiques de la part de ces extrémistes, et ouais, ils l'ont représenté tout de suite sur leur première une, et c'était lui c'est le prophète Mahomet qui pleurait, et c'était, oui, c'était très fort, et j'admire qu'ils aient continué malgré toutes les menaces, que ça pouvait aussi recommencer, et que cette menace est probablement toujours présente. On peut souligner que deux d'entre eux ont publié quelques temps plus tard de magnifiques albums où ils parlent de leur expérience post-traumatique. Donc pour Luz, c'était l'album Catharsis qui est sorti chez Futuropolis. Et puis pour Catherine Meurice, c'était le magnifique La légèreté, paru aux éditions d'Argo en France, dans lequel elle raconte qu'elle a demandé véritablement l'asile à la Villa Médicis à Rome, puisqu'elle avait besoin, pour se sortir de ce marasme et de ce traumatisme, de beauté. En fait, l'album aurait pu s'appeler La beauté aussi, hein, ou Le sublime, et que c'est vraiment l'art. Elle a cherché refuge dans l'art et que je crois que ça a plutôt marché. Oui. En termes artistiques, est-ce qu'il y a des modèles que vous suivez ou personnes que vous voulez ou que vous suivez pour les dessins ou pour votre travail? Beaucoup. Moi, ça serait très long de faire une liste qui serait de toute façon non exhaustive. Moi, j'ai quelques préférés auxquels je veux penser et que je veux citer là absolument. C'est notamment Cyril Pedrosa, qui est un dessinateur de grand talent, que Mathilde connaît également, qui est un auteur français et qui a fait plusieurs albums magnifiques que chaque page est un petit tableau. Les histoires en plus sont merveilleuses. Pour en citer au moins un, c'est Portugal qui m'a particulièrement marqué, où c'est un peu même pas mal inspiré de sa propre vie de petit-fils d'immigrés portugais. C'est très très poignant, fort, formidable, avec un merveilleux dessin, et Trois ombres, l'album qu'il avait fait juste avant, qui traite de la mort et d'une famille. C'est très poétique et magnifique. Et puis, pour en citer un autre qui me marque beaucoup, c'est JP, qui est un auteur italien. Et moi, j'habite en Italie depuis quelques années, donc voilà, je voulais au moins citer aussi ce merveilleux dessinateur italien qui a un dessin très vivant, qui fait à l'aquarelle, et c'est formidable, et qui est aussi assez engagé politiquement. C'est intéressant de suivre son travail. Mais il y en a un million d'autres, vraiment. Mathilde ? Oh, attends, Mathilde, on t'entend pas. C'est bon. Oui, c'est difficile de répondre à la question des modèles, c'est vrai, tant ils sont nombreux. Mais Anaïs m'avait parlé très tôt de Cyril Pedrosa. En fait, c'est toi, Anaïs, qui me l'a fait découvrir. Et puis, le hasard de la vie a fait qu'on est devenus amis, qu'on s'est rencontrés pour de vrai quelques années plus tard. Et ce que j'apprécie chez lui aussi, c'est que son talent est doublé d'un vrai engagement politique. Et donc, pour moi, c'est vraiment un artiste total, qui est très important aujourd'hui en France et ailleurs. Dans un tout autre registre, j'aime beaucoup le travail de Rupert et Mulot. C'est un duo de dessinateurs très impertinents et très surréaliste, très dada, qui fait beaucoup dans l'absurde, mais toujours avec un propos derrière et un style de dessin très reconnaissable, publié en France chez l'Association.
Et après, des formations professionnelles oblige, je lis beaucoup de philosophie et de sciences humaines, un petit peu de psychanalyse et beaucoup de presse aussi. Donc en fait, voilà, je lis Philosophie Magazine entre autres et je pense que ça vient nourrir aussi mon travail. Et d'ailleurs, Catherine Meurice dessine dans Philosophie Magazine, donc il y a aussi de la BD, encore un pont entre bande dessinée et sciences humaines. Et si vous pouvez choose un personnage pour faire un autre livre comme Sartre, quel personnage vous choisirez? C'est difficile. Un personnage réel? Personnage historique? Oui, un personnage historique. Tu as quelqu'un en tête, Mathilde? Plusieurs, oui. Après, il faudrait convaincre les éditeurs, parce que je crois que le marché du biopic est un peu saturé, là, quand même, depuis quelques années. J'avais eu très envie, après Sartre, de faire une bande dessinée sur Lacan, qui est un psychanalyste français, voilà, qui mériterait aussi, dont le statut mériterait d'être un peu déboulonné, mais qui a apporté vraiment beaucoup de choses aux sciences humaines. Après, je pense qu'il y a plein de personnages très inspirants aujourd'hui, hein, et voilà, je pense à Greta Thunberg ou à des gens comme ça qui sont émergents et dont on va entendre parler longtemps. C'est trop vaste. Et puis, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être connu pour qu'on raconte une histoire sur quelqu'un. Hein. C'est sûr. Je pense qu'en termes de biopic, moi, quelque chose qui m'intéresserait, mais je pense qu'il y a encore, ce serait mieux d'attendre encore des années parce qu'elle nous réserve d'autres surprises et une vie toujours plus riche et intéressante. Moi, je pense à Virginie Despentes, notamment, qui est une autrice féministe française qui, je pense, a un rayonnement assez international aujourd'hui. Qui est une femme extrêmement intéressante, qui a fait quelques ouvrages absolument indispensables et très marquants d'une part pour le féminisme bien sûr, mais pour la littérature française de façon générale, notamment Quiconque Théorie, qui est vraiment une bible pour comprendre au moins en tout cas, déconstruire certains schémas du patriarcat et de nos sociétés. C'est incroyable et c'est une personne déjà aussi intéressante par ses écrits. Elle fait aussi des romans. Quiconque Théorie est un essai. Mais aussi sa personnalité, ses interventions publiques dans les interviews. Récemment, en France, on a eu plusieurs débats autour d'auteurs récompensés au César, où elle a pris une parole forte contre cette personne qui ne mérite pas d'être nommée, qui a été récompensée alors qu'il est accusé, et il a été condamné, et il est toujours accusé par plein d'autres femmes de viol et d'agression sexuelle. Et elle s'engage toujours très fort voilà, pour tous ces combats-là. On l'entend. Je pense que c'est un personnage extrêmement intéressant et qui serait formidable à mettre en image. À condition qu'elle soit d'accord. Évidemment. Est-ce que vous avez un projet en cours pour travailler ensemble ou non? Ils ne sont pas ensemble. Mathilde, je crois que tu as des projets en cours de ton côté. En projet éditorial, je publierai l'année prochaine, au mois de janvier, une bande dessinée sur le corps féminin et la maternité. Une bande dessinée féministe qui paraîtra aux nouvelles éditions du Faubourg. C'est une nouvelle maison qui va publier sa première bande dessinée en septembre 2020, donc prochainement à la rentrée, avec Noël Mamère au scénario, une bande dessinée sur l'écologie. Donc voilà, une maison plutôt engagée. Et en parallèle, j'écris pour Philonomiste, qui est le nouveau média en France de Philosophie Magazine, dédié au décryptage du monde du travail et de l'économie par le prisme de la philosophie. Voilà.
Et de mon côté, je n'ai pas de livre en cours de production actuelle. En revanche, je me dédie beaucoup en ce moment à ce qu'on appelle les battle BD, qui est un projet créé et porté par Tony Curien, qui est un comédien français qui a mis en place ce concept où nous sommes 2 dessinateurs à s'affronter devant un public avec des contraintes choisies par le public. C'est très interactif. Il y a aussi un DJ qui nous accompagne. Et pendant le confinement, puisqu'on était tous évidemment chez nous et que beaucoup de représentations ont dû être annulées, on a continué à faire, on a décliné en tout cas ce concept sur Facebook en live et ça a eu beaucoup de succès. Et voilà, on reprend là, puisqu'on est doucement déconfiné ici en Europe. En tout cas, on profite jusqu'à temps qu'on le soit pas de nouveau pour pouvoir reprendre quelques représentations. Et voilà, je vous invite à découvrir ce travail Battle BD. C'est très interactif et très stimulant, et voilà, d'avoir un peu de contact et chaleur humaine enfin. Et comment vous pouvez combiner la technologie avec le travail d'illustration? En termes de technique pure ou de façon pour transmettre pour partager pardon le travail que l'on fait. Oui, les deux. Alors, personnellement, je reste une puriste du papier et du crayon, en tout cas pour faire toutes les bases de mon dessin, que ce soit l'illustration, la bande dessinée. En revanche, pour les couleurs, en tout cas sur un projet de bande dessinée, je préfère passer sur l'ordinateur. Donc, comme beaucoup de dessinateurs, je travaille sur Photoshop. Et aujourd'hui, en plus, ce logiciel et d'autres aussi permettent vraiment d'avoir des aspects très techniques directs, donc comme l'aquarelle, comme la peinture, etc. Ensuite, dernièrement, j'ai pas mal dessiné du coup directement sur tablette, donc sur Photoshop, justement pour ce projet de Battle BD, et puis également pour les illustrations personnelles que j'ai réalisées. Et je découvre un nouveau plaisir à en fait aussi dessiner ma ligne à la tablette graphique. Donc ça ouvre aussi des perspectives. Ça change un petit peu mon dessin aussi, c'est pas inintéressant. Et puis ensuite, oui, il y a les réseaux sociaux pour partager ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas extrêmement assidue sur les réseaux. En revanche, voilà, quand j'ai à part pour Battle BD, où là, c'est un collectif, c'est surtout principalement par Facebook du coup que ça passe, et un petit peu sur Twitter et surtout Instagram pour les images. Donc, ça permet d'avoir quand même un lien et un retour surtout des personnes qui peuvent observer notre travail. Quant à moi, je suis une puriste du papier comme Anaïs, mais pour la lecture, je ne lis jamais sur tablette. J'aime le livre. En revanche, pour l'écriture, je l'avoue, je n'écris plus du tout à la main. C'est si grave que quand je suis obligée de le faire, j'ai mal au poignet au bout de 5 minutes. Je me demande même comment j'ai fait quand j'étais étudiante il y a encore 10 ans, parce que je prenais toutes mes notes à la main à l'époque. Je n'avais pas d'ordinateur portable que j'amenais à l'université. Néanmoins, aujourd'hui, l'ordinateur et le clavier m'ont donné une dextérité en fait, que je n'arrive plus à reproduire à la main. Alors, on peut dire que c'est un peu triste si on veut garder une posture un peu romantique. Néanmoins, c'est comme ça que je travaille maintenant. Ça m'a bousillé les yeux. Je suis devenue myope à 27 ans, je pense, en partie à cause de ça. Mais oui, c'est une vraie question, le rapport à la technologie, parce qu'on voit à quel point on en est dépendant à partir du moment où on n'y a plus accès. Ça m'est arrivé de faire des résidences d'écriture dans des lieux où j'avais pas Internet, et là déjà c'était un vrai effort à faire pour se priver de cette documentation-là. Ensuite, en ce qui concerne les réseaux sociaux, j'en ai moi aussi un usage très limité. J'ai toujours été très anti-Facebook, je n'ai jamais eu de compte Facebook. Je suis à contre-cœur sur WhatsApp pour communiquer, parce que je vis entre 2 pays et je me suis retrouvée un peu prisonnière de l'univers Facebook à cause de ça. Pas de compte Instagram et un petit compte Twitter sur lequel je ne suis pas très assidue. Donc voilà, vis-à-vis de la génération Z, je pense que je suis déjà has-been.
j'utilise ni Snapchat, ni Instagram. Voilà. Bon, s'il y a quelque chose que vous voulez dire, mais merci beaucoup. Merci Hernan et merci Buenos Aires. Oui, Ok. on aimerait être là avec vous. Désolée de ne pas parler espagnol. Oui, Non. désolé. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. bientôt.